La voiture reposait dans un coin de la salle des ventes comme une chose que personne n'avait encore pris la peine de jeter. La poussière recouvrait le capot d'une fine pellicule grise. La peinture était cloque et écaillée le long des ailes, et l'étiquette manuscrite du lot qui pendait au rétroviseur indiquait de 5 000 à 8 000 euros, sans prix de réserve. Personne ne se tenait près d'elle. Personne ne lui accordait même un regard. C'est alors que Gisèle Delcourt, la directrice générale de Delcourt Prestige, le nom le plus puissant des ventes aux enchères de biens d'exception à Paris, passa devant, baissa les yeux vers l'homme accroupi à côté de la voiture avec une petite lampe torche à la main, et prononça 3 mots que tous les gens à portée de voix entendirent clairement, ferraille, aucune valeur. L'homme dans sa veste de travail usée ne se leva pas. Il ne protesta pas. Il continua simplement d'examiner le soubassement avec l'attention calme et posée de quelqu'un qui savait déjà quelque chose que le reste de la pièce ignorait. Qu'est-ce ce que Luc Gauthier avait bien pu voir dans cette voiture qui avait échappé à toute une salle des ventes remplie d'experts? La réponse vaut 8 millions d'euros, et elle commence par une leçon que son père lui avait enseignée il y a bien longtemps. Luc Gauthier chargea le dernier de ses outils sur le plancher passager de sa camionnette utilitaire à 6h45 un mardi matin, vérifia son rétroviseur par habitude, et quitta la rue étroite de Montreuil, en banlieue parisienne, où son garage de réparation occupait le rez-de-chaussée d'un vieil entrepôt réhabilité. Le ciel arborait cette nuance particulière de gris pâle qui précède le réveil total de la ville, et la circulation sur le périphérique était encore assez fluide pour qu'il puisse apercevoir les toits de Paris au loin. Léa, 6 ans, était assise sur le siège à côté de lui. Son renard en peluche roux, qu'elle appelait tout simplement Roux, était fermement coincé sous un bras. Elle avait hérité de sa mère l'habitude de se réveiller complètement alerte. Aucune transition groggy, juste les yeux grands ouverts et déjà prête à poser des questions. « Quelle est ta voiture préférée au monde entier ?» demanda-t-elle, ajustant l'oreille de Roux avec le sérieux concentré de quelqu'un qui arrange une chose d'une importance capitale. Luc y réfléchit un instant, de la même manière qu'il réfléchissait toujours aux questions de Léa, sans se précipiter, car elle savait toujours quand une réponse était bâclée. « C'est une voiture que personne n'a encore regardée de la bonne façon, dit-il. Elle hocha la tête comme si cela prenait tout son sens. Elle s'enfonça dans son siège et regarda les panneaux de signalisation défiler, et Luc garda les yeux fixés sur la route. 3 ans plus tôt, Luc était ingénieur châssis pour une petite mais respectée écurie de course automobile classique, un poste qu'il avait obtenu non pas grâce à des relations, mais grâce à ce genre de connaissances mécaniques obsessionnelles qui mettent les autres ingénieurs mal à l'aise lors des dîners, parce que la conversation ne tourne toujours qu'autour d'un seul sujet. Son père, Raymond Gauthier, avait passé 40 ans à documenter l'histoire des constructeurs automobiles français, et sa fixation particulière avait toujours été Courbet Racing, une entreprise éphémère basée près du Mans qui avait produit certaines des voitures prototypes d'usine les plus techniquement sophistiquées du début des années 1960, avant qu'un incendie d'entrepôt en 1965 ne détruise prétendument la quasi-totalité de ce qu'il avait construit. Raymond parlait de la GTR 0 de la même manière que d'autres pères parlaient d'un poisson légendaire qu'il avait presque attrapé. Le seul prototype d'usine, le premier sorti de la chaîne de montage, probablement disparu, mais pas de façon certaine. Luc avait grandi avec cette histoire comme d'autres enfants grandissent avec des contes de fées. Sa mère, Claire, était décédée dans un accident de la route quand Léa avait 3 ans, et Luc avait quitté l'écurie de course 6 mois plus tard, non pas parce qu'il ne pouvait pas gérer la charge de travail, mais parce qu'un paddock à Monaco et une fillette de 6 ans en région parisienne ne sont pas compatibles de la manière qui compte le plus. Il avait ouvert son garage. Il avait appris à préparer les goûters pour l'école. Il gardait les classeurs de recherche de son père sur une étagère au-dessus de son établi. Aujourd'hui, il se rendait dans le prestigieux 8e arrondissement de Paris pour une exposition matinale lors d'une vente de succession de Delcourt Prestige. Le genre d'événement où les meubles de la vieille bourgeoisie et les collections oubliées sont catalogués et vendus. Il n'était pas là pour les montres Patek Philippe ou les toiles impressionnistes. Il était là pour tout ce qui était mécanique, tout ce qui était négligé, tout ce qui se trouvait à la fin du catalogue et que les grands acheteurs ignoraient. Il gara sa camionnette à 2 rue de l'Adresse, inscrivit Léa à la garderie gratuite que Delcourt proposait près de l'entrée principale, une petite pièce avec des poufs et une télévision diffusant des dessins animés, lui déposa un baiser sur le sommet du crâne, et franchit les hautes portes d'entrée du bâtiment avec sa lampe torche dans la poche de sa veste et la voix de son père résonnant quelque part au fond de sa mémoire. Le hall principal, haut de plafond, était déjà bondé d'invités venus pour l'exposition. Tous se déplaçaient avec cette confiance particulière des personnes habituées à évoluer dans des pièces où des objets hors de prix sont exposés. Luc longeait les murs, lisant méthodiquement les étiquettes des lots,
s'attardant sur un vieil équipement de changement de pneus et sur une collection en caisse de cadrans de tableaux de bord des années 1950. Et puis il tourna au coin près du mur du fond et s'arrêta. La voiture était repoussée contre le mur, entre deux étagères de stockage d'œuvres d'art encadrées, à moitié bloquée par un chariot roulant, positionné comme si la personne qui l'avait placée là avait activement essayé de la cacher. La peinture, un vert olive terne, n'était pas d'origine, et ce depuis des décennies. La carrosserie ne correspondait à aucun modèle de production qu'il connaissait, modifié ou partiellement dénudé, les lignes des ailes altérées. Mais en dessous de tout cela, visible seulement si l'on savait précisément où regarder, les proportions de la ligne de toit étaient inhabituelles d'une manière très spécifique. Luc s'accroupit et alluma sa lampe de poche. Il était toujours accroupi là, incliné sous la portière côté conducteur, lorsqu'il entendit des pas s'arrêter tout près. Il leva les yeux. Gisèle Delcourt l'observait avec une expression qui mêlait une légère curiosité et quelque chose s'apparentant plutôt à de l'impatience, le regard de quelqu'un interrompu par un problème qu'il n'avait pas demandé. Elle portait un tailleur anthracite qui avait probablement coûté plus cher que le loyer mensuel du garage de Luc, et son experte adjointe, une jeune femme avec un porte-bloc que Luc apprendrait plus tard s'appelait Diane Valette, se tenait un demi-pas derrière elle. Gisèle regarda la voiture, puis Luc, puis de nouveau la voiture avec la brève et efficace évaluation de quelqu'un qui a déjà pris sa décision. Ce lot n'a aucune valeur réelle, dit-elle, sa voix portant clairement dans la grande salle. Elle est ici par courtoisie pour la famille du défunt. Nous ne voulions pas la leur refuser. Elle fit une pause, laissant le silence s'installer, puis ajouta avec une petite précision qui atteignit exactement la cible visée, je ne suis pas certaine que cette exposition soit tout à fait adaptée à certains budgets. Quelques-uns des autres invités à proximité jetèrent un coup d'œil. Un ou deux sourirent presque. Luc ne se leva pas immédiatement. Il regarda la voiture pendant encore 2 secondes, la lampe toujours à la main, puis il se leva et croisa le regard de Gisèle sans aucune expression particulière. « Merci de me l'avoir fait savoir, dit-il. » Elle passa son chemin. Luc se retourna vers la voiture et regarda la paroi coupe-feu à travers l'espace derrière l'aile. Diane Valette s'attarda un instant, pas de manière évidente, juste une fraction de seconde de plus que nécessaire. Et quand Luc posa les yeux sur elle, elle détourna le regard en premier. Un homme en costume noir apparut brièvement à la lisière du hall. Corpulent, une Rolex au poignet, la démarche aisée de quelqu'un qui passait beaucoup de temps dans ce genre d'endroit et avait cessé d'y prêter attention depuis des années. C'était Julien Caron, un collectionneur et marchand de niveau intermédiaire qui achetait et revendait des lots automobiles spécialisés depuis 2 décennies. Il jeta un coup d'œil au lot 47 avec l'œil rapide et exercé de quelqu'un qui fouille dans un bac à la recherche de quelque chose qui vaille la peine d'être sauvé. N'y trouvant rien d'intéressant, il passa son chemin et se dirigea vers la porte de la garderie. Luc put voir Léa debout sur le seuil, roue sous le bras, le regardant. Il lui fit un petit signe de tête. Elle disparut à nouveau à l'intérieur. Luc empocha sa lampe et marcha vers le bureau d'inscription. La salle des ventes se remplit à environ 60% de sa capacité pour la session principale, et elle se vida considérablement après que les lofards, une collection de bijoux de succession et 2 peintures importantes eurent été adjugées dans les 40 premières minutes. Le lot 47 fut appelé vers la fin de la session, alors que la foule s'était redistribuée en petits groupes de personnes consultant leur téléphone et terminant leur café. Le commissaire-priseur, un membre de l'équipe Delcourt remplaçant pour la dernière ligne droite, l'annonça avec le même ton neutre et expéditif utilisé pour tout le reste. Lot 47, article automobile, estimé entre 5 000 et 8 000 euros. Vendu en l'état. Aucune garantie, sans prix de réserve. L'enchère commence à 3 000. Les 3 000 devinrent 5 000 dans les 30 premières secondes, ce qui ne surprit personne. Et puis la salle redevint silencieuse, de la façon dont les pièces deviennent silencieuses quand personne ne veut particulièrement de quelque chose. Luc leva sa pancarte à 8 000. Julien Caron, positionné dans un coin éloigné avec les bras croisés, remarqua l'enchère et regarda de l'autre côté de la pièce, accordant pour la première fois une véritable attention à la scène. Il leva sa propre pancarte, 9 000. Avec le réflexe automatique d'un homme qui déteste perdre contre qui que ce soit, même pour des choses dont il ne veut pas vraiment. Luc, 11 000. Julien Caron l'étudia de l'autre bout de la pièce, la veste de travail, la posture attentive, la façon dont l'homme regardait la voiture plutôt que le commissaire-priseur. Et puis il posa sa pancarte sur l'accoudoir. « Ça ne vaut pas la peine », disait son expression. « Quoi que ce soit, ça ne vaut pas une guerre d'enchères. » Le marteau tomba.
Diane Valette s'occupait des formalités administratives à la table latérale, et elle fit glisser le bordereau d'adjudication sur le comptoir sans montrer de manière évidente qu'elle scrutait le visage de Luc. « Qu'est-ce ce que vous y avez vu » demanda-t-elle, assez doucement pour que la voix ne porte pas. Luc signa son nom sur la ligne pointillée. « Je n'en suis pas encore certain, dit-il, mais je pense que je le saurai d'ici la fin de la semaine. » Léa l'attendait près de l'entrée principale avec une animatrice, roue sur l'épaule, regardant l'équipe de manutention attacher le petit crochet de la grue au châssis de la voiture. « Elle est vraiment très sale, dit-elle quand Luc la souleva pour qu'elle puisse mieux voir. « Elle a attendu très longtemps, répondit-il. Il l'attacha sur le siège de la camionnette, jeta un coup d'œil dans le rétroviseur pour voir la voiture, maintenant sécurisée sur le plateau derrière eux, et reprit la route vers la périphérie de Paris jusqu'à Montreuil. Il travailla seul dans le garage cette première nuit, après que Léa se fût endormie. Les rampes de LED au plafond baignaient l'espace d'une lumière blanche et sans ombre, et Luc tournait autour de la voiture selon un motif lent, de l'extérieur vers l'intérieur, la même approche que son père avait toujours utilisée, en commençant par la carrosserie pour aller vers ce que la carrosserie dissimulait. Les soudures sur la structure interne furent la première chose. Pas un travail d'amateur, pas non plus l'automatisation d'une chaîne de montage. C'étaient des soudures par points appliquées à la main, avec un espacement distinctif qui datait d'une période spécifique et d'un niveau très précis de fabrication. Une construction d'équipe de course professionnelle datant du début des années 1960. Il photographia tout avec son téléphone. Chaque cadre était composé avec suffisamment de soin pour que la résolution tienne le coup sous grossissement. Il travaillait sans musique, comme à son habitude. Quand quelque chose exigeait le genre de concentration que le son interrompait, il ouvrait le capot. Le bloc moteur trônait dans son compartiment avec l'autorité silencieuse d'une chose qui avait été construite pour accomplir une tâche spécifique de manière extrêmement performante. Il orienta la lampe de poche vers la face gauche du bloc, la surface intérieure, celle que la plupart des gens ignoraient parce qu'elle faisait face à la paroi coupe-feu et nécessitait de mettre pratiquement la tête à l'intérieur du compartiment moteur pour la voir. La marque de fonderie était là, pressée dans la fonte en chiffres en relief, mars 1963. Mars 1963. Luc ne fit pas un bruit. Il maintint la lumière stable et lut la marque 3 fois. Son père avait décrit cette marque dans un enregistrement audio que Luc avait transféré sur son téléphone des années auparavant et qu'il avait écouté tant de fois qu'il pouvait le réciter de mémoire. Si tu trouves un jour un bloc coulé en mars 1963 avec le préfixe CGT sur le châssis, tu cherches immédiatement la plaque de châssis. Ne t'arrête pour rien au monde. Il retira sa tête du compartiment moteur, se redressa, et pendant un instant, il se contenta de respirer. La plaque de châssis dans l'emplacement standard avait été retirée. Les trous de montage étaient là, légèrement assombris par le temps, le pas de vis intact, mais vide. Ce n'était pas inhabituel pour une voiture qui était passée entre de nombreuses mains sur une période de 60 ans. Ce qui comptait, c'était l'emplacement secondaire. Les voitures de course d'usine de cette époque avaient presque toujours un point d'identification de secours. Un marquage de repli appliqué par l'équipe de construction, placé dans un endroit suffisamment peu pratique pour qu'un démontage occasionnel le manque. Luc retira le boîtier de la boîte à gants, 4 vis, un travail de 10 minutes, et plongea la main dans le renfoncement derrière avec une lampe portative. Le marquage était là, gravé directement dans le longeron du châssis. 6 caractères, CGTR 0001. Il s'assit sur le sol du garage, le dos contre la roue arrière, et resta là pendant un moment. CGTR 0001, le numéro de châssis de la Courbet GTR 0, la seule jamais construite. La voiture que les archives historiques disaient avoir brûlé dans l'incendie de l'entrepôt de Courbet Racing le 14 novembre 1965. Il se releva, retourna vers la paroi coupe-feu et vérifia la troisième chose. Derrière le compartiment moteur, coincé entre les deux couches de la structure de la paroi coupe-feu, une barre de renfort soudée à la main traversait la section supérieure en diagonale. L'angle de soudure n'était pas parfaitement symétrique. Il n'était pas censé l'être. C'était la signature délibérée d'un artisan qui travaillait au feeling plutôt qu'avec un gabarit, environ 73 degrés d'angle. Une habitude si personnelle qu'elle avait été documentée dans un unique article d'histoire technique publié il y a 30 ans par l'Institut national des histoires de l'automobile. L'auteur de l'article avait décrit la technique comme appartenant exclusivement à un seul homme, le chef fabricateur Arthur J. Lefebvre, qui avait soudé à la main chaque prototype d'usine Courbet de 1962 à 1965. Léa apparut à la porte du garage à 3 heures du matin. Les cheveux ébouriffés, roue pendant d'une main, les pieds nus sur la marche en béton.
ça va, demanda-t-elle. Je vais bien, dit Luc. Retourne te coucher. Elle le regarda, puis la voiture, avec ce regard évaluateur que les enfants déploient quand ils soupçonnent les adultes de minimiser la situation. Tu as trouvé ce que tu cherchais? Luc regarda la voiture pendant un long moment. Je crois que oui, dit-il. Elle repartit à pas de loup vers son lit. Il attrapa son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis 2 ans. Le docteur Samuel Lefebvre avait 72 ans, il était l'ancien directeur retraité de l'Institut national des histoires de l'automobile et la seule autorité vivante sur les opérations d'usine de Courbet-Racing. Il était aussi le fils d'Arthur J. Lefebvre. Luc l'avait rencontré 2 fois en personne, une fois enfant, quand son père l'avait emmené à une conférence au Mans, et une fois adulte, quand Luc faisait encore partie de l'écurie de course et que le docteur Lefebvre était venu authentifier un ensemble de documents d'époque. Quand Luc l'appela à 8 heures du matin le 3e jour, il n'expliqua pas toute la situation. Il se contenta de lire 3 informations tirées de ses notes. 03 1963. CGTR 0001. Barre de paroi coupe-feu soudée à la main, environ 73 degrés. Le silence à l'autre bout de la ligne dura si longtemps que Luc vérifia si la communication avait été coupée. Puis le docteur Lefebvre dit d'une voix devenue très calme et très mesurée, « Envoyez-moi des photographies. Toutes les photographies que vous avez là, tout de suite. » Luc envoya 47 images. 2 heures plus tard, le docteur Lefebvre rappela en appel vidéo. Il était accompagné d'un collègue, un universitaire allemand nommé Dr Hoffmann, l'un des rares chercheurs survivants à avoir travaillé directement avec les archives originales de l'usine Courbet dans les années 1990. Le docteur Hoffmann examina les photographies l'une après l'autre sans dire un mot pendant près de 20 minutes. Quand il finit par parler, ce fut dans un français teinté d'un accent prononcé mais très précis. Et il n'adressa pas son premier commentaire à Luc, mais à l'image de la barre de la paroi coupe-feu sur l'écran devant lui. La soudure, dit-il, 73 degrés. C'est la technique d'Arthur. Le docteur Lefebvre traduisit le poids de cette affirmation, bien qu'elle n'ait besoin d'aucune traduction, mon père a soudé cette voiture. Il y eut un silence dans l'appel qui était différent du silence ordinaire. Le genre de silence qui survient quand quelque chose longtemps cru impossible s'avère être simplement improbable, ce qui est une catégorie entièrement différente. Le docteur Lefebvre regarda Luc à travers l'écran et lui parla directement. Si le moteur est d'origine, non trafiqué, non remplacé, et si le marquage du châssis est ce que vous dites, alors ce que vous avez, c'est la GTR 0, la seule et unique. Il n'y a pas de deuxième voiture. L'incendie a détruit les archives et les pièces détachées, mais pas la voiture. Luc posa la question qui devait l'être, valeur estimée. Le docteur Lefebvre resta silencieux un instant. Nous avons besoin d'une authentification formelle avant que quiconque ne prononce un chiffre, mais pour parler prudemment du marché actuel des voitures de course prototypes d'usine de cette importance, je dirais que 7 à 9 millions d'euros est une estimation prudente. Cela pourrait monter plus haut. Luc mit fin à l'appel. Il posa le téléphone face vers le bas sur l'établi et se tint à la fenêtre du garage, regardant la rue étroite. De l'autre côté du trottoir, Léa était dans la petite cour clôturée à côté du bâtiment, faisant marcher Ro en équilibre sur la rampe de la clôture avec une grande concentration, se racontant une histoire d'une voix trop basse pour être entendue. Luc l'observa un long moment. Puis il se retourna vers l'atelier et commença à préparer la voiture pour une inspection plus approfondie. Le SUV noir aux vitres teintées fit son apparition devant le garage à 9 heures du matin, le 5e jour. Luc le vit depuis la fenêtre du premier étage pendant qu'il préparait du café, moteur tournant au ralenti, cette qualité spécifique d'immobilité qui appartient à un véhicule dont le chauffeur attend pour accomplir une tâche plutôt que pour aller quelque part. Julien Caron franchit la porte d'entrée sans frapper, ce qui n'était pas une surprise, car les hommes comme Julien Caron ne frappaient pas aux portes des garages de réparation. Il était accompagné d'un jeune avocat en costume sur mesure, avec une mallette, une coupe de cheveux chers et l'attitude légèrement rigide de quelqu'un à qui l'on avait dit que cette réunion serait de courte durée. Julien regarda l'atelier, les outils accrochés sur le panneau perforé, l'hydraulique du pont élévateur, le calendrier d'un fournisseur de pièces détachées sur le mur avec une expression qui réussissait à être simultanément peu impressionnée et calculatrice. « Vous avez acheté une voiture à la session Delcourt il y a 2 jours, dit-il. « J'ai acheté une voiture, confirma Luc. Tout a été traité correctement. J'ai les papiers. Julien sourit d'un coin des lèvres. Je ne suis pas là pour les papiers. Je veux vous la racheter. L'avocat déposa un dossier ouvert sur l'établi de Luc.
Un contrat déjà rédigé. Un chiffre imprimé en gras en haut, 200 000 €. Virement bancaire. Le jour même. Luc ne regarda même pas le dossier. Non, dit-il. Julien marqua une pause, à la manière d'un homme peu habitué à ce que ce mot soit la première et unique réponse qu'on lui offre. Vous avez payé 11 500 €. Je vous en offre 200 000. C'est une offre plus que raisonnable. Non, répéta Luc, exactement de la même manière. L'expression de Julien glissa vers quelque chose de plus délibéré, le sourire de façade remplacé par le visage qu'il arborait sans doute lors des négociations qu'il comptait gagner. La famille du défunt a ses propres avocats qui examinent les conditions de la vente initiale. Il pourrait y avoir une question quant à savoir si des biens d'une valeur exceptionnelle non divulguée ont été correctement représentés dans l'inventaire de succession. L'avocat déplaça légèrement son poids, ce qui indiqua à Luc que cet argument particulier avait un certain mérite technique mais comportait aussi des lacunes importantes. Le lot a été vendu en l'état. Aucune garantie, aucune représentation de valeur, déclara Luc. Delcourt Prestige n'a fait aucune déclaration sur la voiture dans un sens ou dans l'autre. J'ai examiné les conditions de vente avant de placer une enchère. L'achat est légalement définitif. Le léger mouvement de l'avocat se transforma en une légère immobilité, ce qui était encore plus révélateur. Julien observa Luc pendant un instant avec l'attention recalibrée de quelqu'un qui s'attendait à une conversation plus brève. Léa apparut dans l'encadrement de la porte intérieure reliant le garage à la cage d'escalier. Roue sous le bras, elle regardait cet homme inconnu avec la franche curiosité d'une enfant de 6 ans qui n'a pas encore appris à faire semblant de ne pas regarder. Julien jeta un coup d'œil vers elle, puis de nouveau vers Luc. Et quand il regarda Luc, quelque chose dans son expression avait changé. Un nouveau calcul, un type différent de moyens de pression pris en compte. Luc ne regarda pas Léa. 300 000, dit Julien. Dernière offre. Luc tourna la tête vers la porte. Léa, dit-il très calmement. Monte à l'étage, s'il te plaît. Quand le bruit de ses pas se fut estompé dans les escaliers, Luc regarda Julien Caron et lui dit d'une voix calme et totalement imperturbable, « Vous devriez remonter dans votre voiture et partir avant que je n'appelle mon avocat. » Julien Caron partit. Il s'arrêta à la porte et se retourna une fois, non pas pour parler, mais juste pour regarder la voiture sur le pont élévateur, toujours avec sa peinture vert olive, toujours cabossée et poussiéreuse, et pour n'importe quel œil autre que le bon, totalement sans valeur. Son expression n'était pas celle d'un homme qui avait abandonné. Luc regarda le SUV s'éloigner, prit son téléphone et appela le docteur Lefebvre. « Nous devons agir plus vite, dit-il. » Le docteur Samuel Lefebvre descendit de Lyon le lendemain matin au volant de sa vieille Volvo. Il arriva au garage de Montreuil à 10 h avec un porte-documents en cuir sous un bras et un appareil photo argentique 35 mm dans un sac en toile sur l'épaule. Il se gara le long du trottoir, passa par la grande porte à rideaux métalliques ouverte et s'arrêta juste à l'intérieur, regardant la voiture d'une distance de 5 mètres, aussi immobile que quelqu'un qui a attendu très longtemps quelque chose et qui n'est pas encore sûr que ce soit ce qu'il espérait. Il posa ses sacs et s'approcha lentement, de la façon dont on s'approche de quelque chose de fragile, non pas parce que la voiture était fragile, mais parce que le moment l'était. Il s'accroupit à côté du compartiment moteur. Et quand il pressa la paume de sa main à plat contre la barre de soudure diagonale sur la paroi coupe-feu, sa voix était basse et légèrement tremblante. « C'est la soudure de mon père. » Il ne parlait pas à Luc. Il parlait au métal, ou à une version de cette pièce qui existait quelques 60 ans avant la scène actuelle. L'authentification prit 3 heures. Le docteur Lefebvre travailla avec la patience méthodique d'un homme qui avait passé 50 ans à faire cela, photographiant tout sur pellicule argentique et il ne faisait pas confiance au numérique pour des archives de cette importance et recoupant chaque découverte avec les documents qu'il avait apportés dans son étui en cuir, des plans originaux de l'usine Courbet, les journaux de montage annotés à la main par son père, un ensemble fragmentaire de factures de fournisseurs de 1962 et 1963. Le numéro de châssis correspondait, la date de coulage du bloc correspondait, la géométrie des soudures correspondait. Et puis le docteur Lefebvre trouva quelque chose que même Luc n'avait pas vu, parce qu'il fallait savoir précisément où regarder et pourquoi cela pourrait s'y trouver. Niché dans un renfoncement étroit le long de la barre de tableau de bord intérieur, clipsé à l'acier du châssis avec une petite fixation métallique, se trouvait un cylindre de plastique fin, le genre d'étui de préservation improvisé qu'un homme minutieux pourrait fabriquer à partir des matériaux disponibles dans l'atelier d'outillage d'une usine. À l'intérieur du cylindre, enroulé autour d'un petit goujon en bois, se trouvait une feuille de papier. C'était une fiche de montage,
un registre de production d'usine daté du 31 mars 1963. Désignation du châssis, CGTR 0001. Désignation du moteur, CBRV 80003. Ligne de signature au bas, A.J. Lefebvre, fabricateur en chef. L'écriture était la cursive compacte et inclinée vers la gauche de quelqu'un qui avait griffonné des notes de production dans les marges de plans industriels pendant 30 ans. Le docteur Lefebvre tint le papier à deux mains sans dire un mot pendant un très long moment. Quand il finit par lever les yeux, ils étaient rouges. Il l'a caché ici, dit-il. Il savait que la voiture ne brûlerait pas. Il a caché la preuve. Luc se tenait sur le pas de la porte du garage, les mains dans les poches. La lumière de fin d'après-midi pénétrait en biais sur le sol de béton. Léa était descendue de l'étage et se tenait à côté de lui, sa petite main agrippée à deux de ses doigts, observant le vieil homme à l'établi avec la gravité d'une enfant qui comprend que quelque chose d'important est en train de se passer, même si elle ne peut pas mettre de mots dessus. À 17 h, le docteur Lefebvre avait signé et fait notarier le certificat formel d'authentification. Le document déclarait, dans le langage précis et sans ambiguïté d'une personne ayant passé toute sa carrière à se préparer pour rédiger exactement cette phrase, que le véhicule portant le numéro de châssis CGTR 0001, coulage du moteur daté de mars 1963, et fiche de montage d'usine signée par Arthur J. Lefebvre, était le prototype d'usine Courbet GTR 0, le seul exemplaire survivant, et que sa valeur marchande estimée sur le marché actuel de l'automobile de collection se situait entre 7 500 000 et 9 000 d'euros, avec un potentiel pour un prix réalisé plus élevé aux enchères compte tenu de la rareté historique absolue de la pièce. Le docteur Lefebvre serra la main de Luc sur le pas de la porte, la retenant un instant avant de la lâcher. « Comment avez-vous fait pour la trouver » demanda-t-il. Luc baissa les yeux vers Léa, qui était appuyée contre le cadre de la porte, roue en équilibre sur le sommet de sa tête. « Mon père m'a appris comment regarder » répondit Luc. Le docteur Lefebvre hocha la tête, monta dans sa Volvo et prit la route vers le sud en direction de Lyon dans le début de soirée. Luc rentra à l'intérieur et appela le standard de Delcourt Prestige. L'appel fut transféré 2 fois avant d'atteindre Gisèle Delcourt directement, ce qui était inhabituel pour un appel entrant non sollicité. Elle répondit avec l'efficacité habituelle de quelqu'un gérant un emploi du temps surchargé, et Luc dit ce qui devait être dit sans préambule. Il était le propriétaire de la Courbet GTR 0. Elle avait été formellement authentifiée par le docteur Samuel Lefebvre, et il souhaitait la vendre par l'intermédiaire de Delcourt Prestige lors d'une session spéciale dédiée à un lot unique. Il y eut un silence au bout du fil, différent des pauses de traitement de l'information habituelles dans une conversation d'affaires, plus long, et d'une nature différente. Le silence de quelqu'un dont la perception de la réalité est en train d'être réorganisée de force. Le lot 47, dit Gisèle. Oui, confirma Luc. Un autre silence. Il me faudra voir les documents d'authentification. Le docteur Lefebvre est disponible pour un appel direct si vous en avez besoin. On entendit le bruit de quelque chose posé délicatement sur une surface dure. Nous allons organiser une session spéciale, dit-elle. Vendredi. Nous gérons toute la préparation de notre côté. Sa voix avait conservé sa précision professionnelle, mais elle avait perdu autre chose, cette qualité particulière d'autorité contrôlée qui avait été présente dans chacun de leurs échanges précédents, l'équivalent vocal de regarder quelqu'un de haut. Luc répondit merci, et mit fin à l'appel. Ce soir-là, Léa était assise sur le tabouret auprès de son établi pendant qu'il travaillait sur une vieille Alpine A110 de 1968 qui n'avait absolument rien de remarquable, si ce n'est qu'elle roulait encore et que son propriétaire en avait besoin pour la semaine suivante. « Tu vas vendre la voiture sale » demanda-t-elle. « Oui » répondit Luc, sans lever les yeux du carburateur qu'il était en train de reconstruire. « Pourquoi ? Tu viens juste de la voir. » Luc posa le flotteur et réfléchit à la façon de répondre d'une manière qui soit à la fois vraie et suffisamment simple à comprendre. « Parce que certaines choses ne devraient pas rester dans le garage d'une seule personne, expliqua-t-il. Léa réfléchit à cela, retournant roue entre ses mains. « Comme un livre à la bibliothèque » conclut-elle. Luc la regarda. « Exactement comme un livre à la bibliothèque » dit-il. Elle parut satisfaite de cette réponse. Elle le regarda travailler jusqu'à ce que ses yeux commencent à se fermer. Puis il la porta à l'étage sans la réveiller, remonta sa couverture et redescendit terminer le carburateur. Delcourt Prestige envoya le communiqué de presse à 8 h le vendredi matin, session spéciale lot unique. Courbet GTR 0 de 1963. Unique prototype d'usine survivant.
Authentifié par le docteur Samuel Lefebvre. À 10 heures, 3 publications internationales d'histoire de l'automobile avaient relayé l'annonce. 12 enchérisseurs internationaux s'étaient inscrits pour un accès à distance. À 11h30, la salle des ventes principales du bâtiment Delcourt contenait plus de monde qu'elle n'en accueillait habituellement lors de ses grandes ventes de printemps. Luc traversa Paris dans la même camionnette utilitaire. Léa était assise à côté de lui, vêtue d'une robe bleu marine, roue sur ses genoux. Il portait une chemise blanche boutonnée et un pantalon sombre. Pas de costume, pas de cravate, rien qui l'aurait rendu méconnaissable aux yeux de quiconque l'avait vu quelques jours plus tôt dans une veste de travail, accroupi à côté d'une voiture dont personne ne voulait. Il se gara, prit la main de Léa et franchit l'entrée principale. Les gens se retournaient, non pas à cause de ce qu'il portait, mais parce que son nom figurait en haut du communiqué de presse, et que certains collectionneurs et marchands présents dans le hall affichaient cette vigilance particulière des gens qui viennent tout juste de revoir leur certitude. Diane Valette vint à leur rencontre à la porte principale avec 2 cartes d'accès. Elle regarda Léa avec une chaleur sincère. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle en s'accroupissant légèrement pour se mettre à la hauteur des yeux de l'enfant. « Léa » répondit la petite fille. « Et lui, c'est Roux. » Diane sourit, de ce genre de sourire qui appartient à la personne elle-même plutôt qu'à son rôle professionnel, et les conduisit vers l'espace d'attente des vendeurs, une pièce calme adjacente au hall principal, équipée de fauteuils confortables et d'une fenêtre donnant sur la rue. Julien Caron était déjà dans la salle des ventes quand Luc y passa avant le début de la session, assis au 2e rang, les bras croisés, la mâchoire serrée avec l'expression typique de l'homme qui a décidé qu'il pouvait encore sauver quelque chose d'une situation qui s'était pourtant fortement retournée contre lui. Il s'était inscrit pour enchérir. Luc le remarqua mais n'en fit pas cas. Le docteur Lefebvre était au 1er rang, son porte-documents en cuir sur le siège à côté de lui, observant la voiture qui avait été amenée sur une plateforme basse, nettoyée avec soin, mais non restaurée. Chaque surface d'origine était intacte et honnête. Il la regardait avec l'attention patiente de quelqu'un assis avec un très vieil ami. Gisèle Delcourt monta au pupitre. Le silence se fit dans la salle. Elle présenta le lot en utilisant le langage historique précis fourni par les documents d'authentification, lisant des notes qu'elle avait manifestement préparées avec soin. Et puis elle ouvrit les enchères à 2 millions d'euros. 2 millions devinrent 4 millions dans les 15 premières secondes, 3 enchérisseurs internationaux au téléphone intervenant simultanément sur les lignes à distance. 4 millions devinrent 5 800 000 euros avant que 30 secondes ne se soient écoulées. Julien Caron leva sa pancarte à 6 millions et le chiffre grimpa instantanément pour le dépasser. 6,5 millions par un collectionneur japonais sur écran, 7 millions pour Caron, 7,8 millions sur l'écran. Caron à 8 millions. Les écrans devinrent silencieux. Gisèle regarda la salle, la voix stable. 8 millions, une fois. Aucun mouvement sur les écrans. Luc se tenait sur le côté de la pièce près du mur, une main posée sur l'épaule de Léa. Elle ne comprenait pas les chiffres. Ils étaient trop grands, trop abstraits, hors de l'échelle de tout ce qui faisait son quotidien. Mais elle regardait le visage de son père et y lisait ce qui s'y trouvait avec l'acuité que les enfants développent lorsqu'ils ont appris à prêter une attention vitale aux adultes dont ils dépendent. 8 millions, 2 fois. La salle retint son souffle. Le marteau tomba. Adjugé. 8 200 000 euros. La salle libéra des applaudissements, un murmure de voix, et le doux bruit percussif des téléphones que l'on relevait. Julien Caron se leva, boutonna sa veste sans regarder personne, et sortit par la porte latérale avec la démarche peu pressée d'un homme gérant une défaite en public. Le docteur Lefebvre ne se leva pas. Il resta assis au 1er rang et regarda la voiture sur la plateforme, les mains croisées sur ses genoux et les yeux brillants et humides. Luc baissa les yeux vers Léa. Elle leva les yeux vers lui. Elle ne posa pas de questions sur le chiffre. Elle serra Roux plus fort d'un bras et glissa son autre main dans la sienne. Diane Valette emmena Léa dans le petit salon près du couloir latéral, lui tendant une tablette chargée de dessins animés, et Léa et Y suivit volontiers. Roux était déjà installé sur la coudoir à côté d'elle avant même que la porte ne soit refermée. Gisèle Delcourt trouva Luc dans le couloir à l'extérieur de la salle principale, non pas l'imposant corridor de l'entrée principale, mais le passage plus calme menant aux bureaux administratifs, là où le plafond était plus bas, l'éclairage plus chaleureux, et où il n'y avait rien à jouer en représentation. Elle vint seule, sans porte-bloc, sans assistante, sans la contenance répétée qui accompagnait habituellement ses apparitions publiques. Elle se tenait face à lui avec la posture de quelqu'un faisant un effort délibéré. Et quand elle prononça son nom,
Ce fut sans cette inflexion particulière qui vient de l'habitude d'avoir l'avantage. Luc Gauthier. Il attendit. Qu'est-ce ce que vous avez vu dans cette voiture, demanda-t-elle. Pas la version rhétorique de la question, la vraie. Il la considéra pendant un instant. La barre de renfort de la paroi coupe-feu, dit-il. L'angle de la soudure, 73 degrés. La signature d'un fabricateur bien spécifique. Vous avez vu ça quand vous étiez accroupi à côté ce mardi matin? Je l'avais déjà vu sur les photos de l'exposition qui ont été envoyées aux participants inscrits la semaine précédente. J'avais déjà des soupçons quand j'ai franchi la porte. J'avais juste besoin de le confirmer en personne. Elle resta silencieuse un instant et il observa quelque chose vaciller dans son expression. Non pas le changement maîtrisé de quelqu'un qui ajuste sa position professionnelle, mais le réarrangement involontaire de quelqu'un qui prend conscience du poids spécifique de ce qu'il a fait. J'ai dit ce que j'ai dit devant beaucoup de monde, admit-elle. Ce n'était pas encore des excuses, juste un constat offert avec précision. En effet, acquiesça Luc. Elle le regarda fixement. Votre fille était là. Léa a vu beaucoup de choses, répondit Luc, et sa voix n'était ni indulgente ni dure, simplement honnête, de la manière dont très peu de gens le sont quand ils ont quelque chose à pardonner et choisissent de ne pas en faire un drame théâtral. Elle sait qu'avoir raison ne veut pas dire que les gens vous croiront immédiatement. Elle apprend. Ce n'est pas grave. Gisèle soutint son regard un instant de plus que ce qui était strictement confortable. Votre père, que faisait-il? Il est décédé il y a 4 ans. Il était ingénieur. Il a passé la plus grande partie de sa vie à regarder les choses que les autres avaient cessé de regarder. Et vous? Il jeta un coup d'œil vers la porte du salon où se trouvait Léa. J'aime ma fille, dit-il simplement. Les voitures sont ma façon de prendre soin d'elle correctement. Gisèle resta plantée là un instant, dans l'immobilité particulière de quelqu'un qui vient d'entendre quelque chose qui n'appelle aucune réponse, et qui le sait. Je vous enverrai une lettre d'excuse officielle lundi, dit-elle. Ce n'est pas nécessaire, répondit Luc. Ni froid, ni d'une magnanimité jouée. Juste la déclaration d'un homme qui avait décidé un mardi matin, accroupi dans une salle poussiéreuse, qu'il n'avait que faire de l'opinion des autres sur ce qu'il était capable de voir. Mais si vous souhaitez l'envoyer, c'est votre décision. Il lui fit un petit signe de tête neutre et tourna les talons pour aller récupérer sa fille. 2 semaines s'écoulèrent. Luc ne déménagea pas son garage, n'acheta pas de nouvelles camionnettes, ne fit pas faire de nouvelles enseignes pour la devanture du bâtiment. Il ouvrit une assurance vie avec un compte bloqué pour Léa à la banque du coin, y plaçant une somme considérable. Mise de côté dans une structure qui lui donnerait toutes les options possibles quand elle serait en âge d'en avoir besoin, et sans aucune condition rattachée. Il garda le reste sur un compte professionnel et fit des plans pour agrandir le garage d'une baille, ce qui lui permettrait d'embaucher un 2e mécanicien et d'arrêter de travailler seul tous les samedis. Rien à l'extérieur du bâtiment ne changea. Le même calendrier du fournisseur de pièces était toujours accroché au mur. La même cafetière à lance-fêlée reposait sur la même étagère. Le docteur Lefebvre passa une dernière fois avant de retourner à Lyon, s'arrêtant en Volvo avec un paquet plat sous le bras. À l'intérieur se trouvait une vieille photographie en noir et blanc, l'atelier de l'usine, 1963. 2 hommes debout à côté d'une voiture qui était sans l'ombre d'un doute la GTR 0 dans sa configuration de course originale. La carrosserie intacte et parfaite. L'un des hommes était Arthur Lefebvre, plus jeune que Luc ne l'avait jamais imaginé, plissant légèrement les yeux sous la lumière de l'usine. Le docteur Lefebvre avait écrit au dos, avec la même écriture compacte et penchée vers la gauche que son père, à l'homme qui a trouvé ce que mon père a laissé derrière lui. Luc l'accrocha au mur au-dessus de son établi, entre le schéma électrique d'un coupé de 1972 et une photo de son propre père debout devant une voiture de course dans un paddock du Mans au début des années 90. Un jeudi après-midi, 2 semaines après la vente, Luc était sur le dos sous Alpine à 110 de 1968, celle qui n'avait rien de remarquable, celle dont le propriétaire avait juste besoin qu'elle roule. Léa grimpa sur le tabouret haut et commença à arranger roue sur le dessus de la servante d'atelier avec une précision toute architecturale. « Qu'est-ce ce que tu fais aujourd'hui » demanda-t-elle, de la façon dont elle le demandait toujours, comme si la réponse allait déterminer quelque chose d'important. « Je regarde une voiture » répondit Luc depuis le dessous du châssis. « C'est une bonne voiture » ? Je ne sais pas encore. Je continue de chercher. Elle réfléchit à cela. Comme la voiture sale, dit-elle. Comme la voiture sale, confirma-t-il. Elle hocha la tête, satisfaite,
et retourna à l'arrangement de roues. Ce soir-là, alors qu'il fermait le garage à clé, son téléphone vibra sur l'établi. Un SMS d'un numéro inconnu, bien que les initiales en bas identifiassent l'expéditrice sans aucune ambiguïté. Je tiens à m'excuser pour ce que j'ai dit ce matin-là, non pas à cause de ce que la voiture s'est avérée être, mais parce que j'ai jugé avant de regarder, et je sais maintenant ce que cela a coûté et ce que cela aurait pu coûter. GD. Luc le lut une fois, puis une seconde. Il tapa une réponse, merci d'avoir écrit cela. LG. Il posa le téléphone sur l'établi, éteignit les lumières du plafond et resta un instant dans l'obscurité du garage avant de monter à l'étage. Par l'unique fenêtre au-dessus de l'établi, le lampadaire de la rue projetait un long rectangle de lumière sur le sol, et dedans, l'Alpine de 1968 reposait sur le pont élévateur. Rien de spécial, rien de caché, juste une voiture qui avait besoin de réparation. Il la regarda quand même un moment. L'habitude. L'habitude que son père lui avait transmise. L'habitude de regarder les choses ordinaires assez longtemps et avec assez d'attention pour que l'ordinaire se révèle parfois être tout autre chose. Il y a des choses devant lesquelles les gens passent parce qu'il n'y a aucune raison évidente de s'y arrêter. Il y a des choses qui restent au fond des pièces, étiquetées, tarifées et largement ignorées, attendant la seule personne dans la pièce qui sait où regarder et pourquoi. La plupart des gens ne rencontrent jamais cette personne. Et cette personne est discrète, posée, qui a tort selon les premiers critères du monde, mais raison pour tous ceux qui suivent, ne s'annonce presque jamais. Ils s'accroupissent simplement au fond d'une salle avec une petite lampe de poche, regardent le châssis d'une voiture que tout le monde a condamnée, et voient ce que personne d'autre n'a pris le temps de chercher. Non pas parce qu'ils ont eu de la chance, mais parce que quelqu'un, il y a très longtemps, leur a appris comment regarder.